Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. La taxe portuaire sur les véhicules utilitaires de tourisme et camions a été multipliée par 10. De 15 000 francs CFA, nous passons aujourd'hui à 150 000 francs CFA, soit une augmentation de 900%. Selon les autorités portuaires, cette décision s'inscrit dans un plan plus large à soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan. Nous en parlons maintenant, le Grand Talk démarre tout de suite. Avec beaucoup de plaisir que nous sommes encore là ce soir, la dernière de cette semaine. Et pour nous accompagner, Aïcha Crépi, bonsoir. Bonsoir Christelle. Heureuse de vous retrouver. Eh ben, c'est réciproque, vous êtes ravissante et merci, vous êtes ravissants aussi, messieurs, bonsoir. Marius Komoui, bonsoir. Bonsoir. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Avoua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs chez vous. Herman, nous restons avec vous. Que dit cette décision, justement, cette note du port autonome d'Abidjan concernant l'augmentation de 900%? Bon, c'est une note aux usagers qui émane du port autonome, de la direction générale du port autonome. C'est signé même par le directeur général du port autonome, qui dit que désormais, les véhicules de tourisme utilitaires et camions, c'est-à-dire qui seront importés, qui vont passer par le port autonome d'Abidjan, vont passer à 150 000 francs CFA. La tonne. Et La tonne, ouais. la tonne. Et les pièces détachées également à 30 000 francs CFA. Les boissons alcoolisées, 33 750 francs CFA. Tabac et dérivés à 33 750 francs. Parfumerie, cosmétiques et produits de toilette et les huiles essentielles à 25 650 francs. Ce qui est dangereux dans cette note, c'est que ça indique clairement les nouvelles taxes sans qu'on appelle à rappeler les anciennes taxes. Et nous avons fouillé les anciennes taxes. Allons-y sur les anciennes taxes. Bien, pour les véhicules tourisme utilitaires camions, on était à 15 000 francs, on passe à 105 000 francs. Les gens parlent de 900% d'augmentation, mais en réalité, c'est 1000%. Parce que 150 000, il faut multiplier par 1000 pour 15 000, il faut multiplier par 1000 pour avoir 150 000. Les pièces détachées de véhicules tourisme utilitaires et camions, c'était à 15 000, c'est passé à 30 000. On passe à 100% d'augmentation. Les boissons alcoolisées étaient aussi à 15 000. Aujourd'hui, non, les boissons alcoolisées étaient à 25 000. On est à 33 750. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, pour acheter un véhicule, il faut se payer maintenant plus cher. Et pour réparer les véhicules, il faut payer plus cher. Les VTC, location et autres, vous allez comprendre que les prestataires dedans vont commencer à augmenter. Et aussi, pendant ce temps, le train de vie de la population, de l'État continue de rester tel. Et certainement même les responsables de la direction générale du port autonome qui nous envoient ces notes-là, on garde le même privilège. C'est ce qui est aberrant. Pourquoi est-ce que, sous le prétexte de la modernisation du port autonome, les bénéfices qui sont déjà engrangés ne peuvent pas permettre de moderniser le port et on demande encore à la poche, sur la poche des populations. Parce que tenez-vous bien, toutes ces augmentations sur ces produits, puisque maintenant, pour prendre soin de soi, il faut payer plus cher. C'est les populations qui ont payé la note salée. Et je crois que ça, c'est inadmissible. Ça montre une certaine incapacité des responsables du port autonome d'Abidjan de gérer cela. Parce qu'il y a quand même une vidéo qui a fuité que jusque-là, ceux qui ont fait sortir cette note n'ont pas démenti la vidéo où des responsables de GEOS disent que ce sont eux qui contrôlent le port, les tarifications et autres. Très bien. Voilà. On va y revenir, Herman, parce que vous donnez là une information en chute de propos très importante. Il faudrait qu'on y voit un peu plus clair. Je pars directement avec le patron des consommateurs, Marius Komoui. Ces taxes-là, in fine, vont agir sur la poche des consommateurs. Mais lorsque le port nous dit en raison principale qu'il s'agira donc de soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être mieux communiquer à l'effet de faire comprendre aux populations de quoi on parle concrètement? En effet. Oui. Nous n'avons de cesse que de subir une certaine politique au niveau du port autonome d'Abidjan qui met en mal, et ça je le dis avec responsabilité, le pouvoir d'achat
des populations ivoiriennes en tant qu'usagers des services publics. C'est inacceptable. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que depuis 2013, nous nous sommes élevés contre justement un certain nombre de décisions au plan étatique concernant le port, concernant l'attribution du deuxième terminal à conteneurs au groupe français Bolloré. Le premier terminal à conteneurs ayant été attribué au même groupe en 2004 par le régime précédent de M. Laurent Gbagbo, le deuxième terminal à conteneurs au regard de nos textes de loi devrait échapper de facto. Normalement. La loi sur la concurrence, bien évidemment, dit clairement que dans un secteur d'activité, on ne peut concéder, l'État de Côte d'Ivoire ne peut concéder le monopole du secteur d'activité à un seul opérateur économique. Marius, là, juste une pause. Est-ce que ce point que vous développez a un rapport avec l'augmentation? Mais bien entendu, lorsqu'on confère le monopole à un secteur d'activité à un opérateur, l'opérateur fait tout et n'importe quoi au détriment de l'intérêt général. Et c'est la conséquence justement de cette attribution-là, de la réalisation, de l'exploitation, de la gestion du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan qui engendre toute cette dérive que nous constatons. Est-ce que vous nous dites là que l'opérateur, de par tout ce qui lui a été attribué, est obligé de faire peser sur le port de prendre cette décision-là, in fine, qui va affecter les populations? Mais dès lors qu'on vous attribue la construction, l'exploitation d'un secteur d'activité où vous exercez avec une position monopolistique, il est bien évident que vous ferez tout et n'importe quoi. Parce qu'en face, on n'aura pas d'autre choix, on n'a pas d'autre possibilité. Au niveau du port autonome, c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas de possibilité pour les usagers. À l'époque, quand on donnait le premier terminal à conteneurs à Bolloré, c'était parfait. Mais qu'on lui attribue le deuxième, la construction, la gestion et l'exploitation du deuxième terminal à conteneurs. D'ailleurs, M. Jean-Louis Billon, à l'époque ministre du Commerce, sous le régime du président Ouattara, avait élevé la voix contre cette pratique. Personne ne l'avait écouté. D'ailleurs, on avait pensé qu'il prêchait pour ses propres entreprises. Mais dans les faits, et sous l'OPIS, donc sous l'action des organisations de consommateurs, il prêchait pour la protection des intérêts des populations. Déjà, il dénonçait ce fait-là. Mais bien entendu, quand vous prenez un bateau, par exemple, qui accoste à notre quai, quand vous accostez déjà, sans même d'avoir débarqué votre marchandise, vos conteneurs, vous payez. Quand vous déposez vos conteneurs sur le quai, vous payez. Pas le quai, ce n'est pas pour vous. Quand vous prenez les marchandises... Comme dans tous les ports, n'est-ce pas? Mais pour nous, ici, là, c'est trop cher. La preuve, nous sommes l'un des ports les plus chers au niveau de la sous-région. Le port de Lomé est moins cher, est moins coûteux que le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes classés très loin derrière. Très bien. Et cela est inacceptable. Nous sommes 29e au niveau africain en ce moment. Mais vous, en tant que président de consommateurs, vous avez reçu la note? Oui, nous avons bel et bien reçu la note, et très salée du reste, et qui nous met dans toute notre position. Quelle a été justement votre réaction, puisque le document, la note, était disponible depuis le 5 Tant pour septembre, le riz, tant pour certains produits d'importation tels que les boîtes de conserve et autres, mais c'est toujours la même pratique avec le même opérateur. Qu'est-ce que vous avez fait justement? Non, pour l'instant, nous essayons justement d'entrer en contact avec la première autorité en charge du port, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Lorsque nous aurons d'abord, puisque le ministre est en mission à l'étranger, nous attendons qu'il nous reçoive, et dès lors que nous aurons eu des entretiens très sérieux sur la situation du port autonome d'Abidjan, nous pourrions naturellement nous prononcer. Mais déjà vous dénoncez. Mais nous dénonçons toute la pratique du port autonome qui nuit justement au pouvoir d'achat des Ivoiriens. Très bien. Élisée Boloubeu, est-ce que justement cette taxe, justifiée ou non par les autorités portuaires, est-ce que cette taxe ne va pas justement encore faire dégringoler notre port et le rendre moins compétitif et attractif? Bon, avant même que je n'aille à la réponse à cette question, permettez déjà que je revienne rapidement sur ce que Marius a dit. Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de situer les responsabilités. C'est vrai qu'il a fait un procès dans son propos, un plaidoyer contre Bolloré. Moi, je veux vraiment qu'on laisse Bolloré de côté. Parce que le port autonome d'Abidjan est la propriété de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien. Un opérateur fut-il
occidentale ne peut pas imposer son dictat aux autorités ivoiriennes. Donc tout ce qui est fait là-bas, là, laissons les opérateurs économiques. Ce sont les responsabilités de le fait de nos responsables étatiques. Ça n'a rien à voir avec les opérateurs économiques. Un opérateur économique, il cherche à faire du chiffre. Si vous n'arrivez pas à négocier comme il se doit et que lui, il arrive à prendre le décision, ça c'est votre responsabilité. On ne peut pas l'imputer. On ne peut pas l'imputer. On peut pas l'imputer. des négociations sur votre respect, le groupe Bolloré n'a pas présenté une très belle offre comparativement à ses concurrents à l'époque. Oui, mais on leur a attribué quand même le marché. Ils étaient plus chers. Mais vous mettez de l'eau à mon moulin, Marius. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous ne pouvez pas imputer ce qui se passe au port aujourd'hui à des opérateurs économiques. Voilà, cette responsabilité-là incombe à nos responsables étatiques au niveau étatique. D'accord. Ne sont pas à mettre sur le dos donc, de Bolloré. Très bien, Lisée. C'est les responsabilités du port. Moi, il y a deux choses que je remarque de vraiment scandaleux dans cette histoire. Vous savez, quand on devait faire l'augmentation du prix de l'électricité, vous savez comment le gouvernement s'y est pris? Le gouvernement a pris la peine de réunir les opérateurs du secteur pour échanger avec eux sur une période, pour préparer leur esprit et pour leur dire pourquoi on y va. Ce n'est pas la démarche qui a été faite ici. Du tout. Là même déjà sur la note, il y a des anomalies. La note est signée du 5 septembre 2021. Tout à fait. Et la note dit que les frais la rentrent en activité le 1er septembre. 24. Le 5 septembre 2024. Et lisez la première phrase. Il est porté à la connaissance des usagers du port que les tarifs des sous-groupes de produits ci-dessous sont les suivants à compter du 1er septembre. On vous signe une note le 5 septembre et on vous dit que ça rentre en vigueur le 1er septembre. Donc déjà, ça devient rétroactif. Très bien. Ça encore, c'est une prouesse. C'est une anomalie. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas passer une augmentation de 15 000 à 150 000. Soyez sérieux. C'est pas possible. Et vous expliquez ça par quelles raisons? Nous, on doit faire des infrastructures, on doit développer la rénovation. on doit développer les innovations, on doit développer l'espace portuaire. Mais vous développez l'espace portuaire. On doit développer l'espace portuaire. Mais prenons le bilan du port 2023. Allons-y. Quand on prend le bilan du port 2023, le bilan du port est en hausse. Le port a réalisé des chiffres supérieurs à 2022. Ils sont à plus de 21,4% de hausse du trafic. Mais ça là, l'argent là, c'est rentré dans les caisses de l'État. Logiquement, je pense que ça devait contribuer à améliorer les infrastructures portuaires. Et c'est parce que justement, il y a eu des investissements qu'aujourd'hui, on est arrivé à une augmentation du trafic. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas imputer ça aux usagers. À un moment donné, même si ça devait se faire, mais il faut que ce soit dans des proportions raisonnables. On ne peut pas quitter de 15 000 à 150 000. À un moment donné aussi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il aurait fallu communiquer, rassembler au moins. Non seulement communiquer, mais être raisonnable et être rationnel. Vous ne pouvez pas passer de 15 000 à 150 000, ce n'est pas raisonnable. C'est même pas... Ça là, en commerce, on appelle ça de l'usure. Et c'est poursuivi, c'est condamné par la loi. Ça, c'est de l'usure. Bon, si vous ne pouvez pas faire plus de 300%, 500% de bénéfices, ce n'est pas possible. La loi sur la consommation. Marius n'est pas la parole. Je complète. Donc, ça, on est en porte-à-faux, mais vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire qu'on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et moi, nous, on peut pas, quand on regarde ces genre de choses, on est choqués. Parce que comment l'extérieur, on peut traiter notre État quand on voit ces genre de choses? C'est nos propres concepts sur tout l'État. Et moi, ça me choque. En tant que citoyen, je ne peux pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque le président de la République parle de développement à visage humain, donc considérer les préoccupations des populations, est-ce que nous sommes dans ce cadre? Mais Christelle, justement, quand on dit développement à visage humain, ou bien même quand on dit qu'on veut faire une libéralisation, le libéralisme à visage humain, mais c'est ce qui justifie que quand on veut augmenter le tarif de l'électricité, là, on rassemble les associations de consommateurs, on rassemble les industriels et puis on leur dit, compte tenu de la situation au niveau mondial aujourd'hui et l'augmentation du coût du baril, on sera obligé d'augmenter. Et puis on discute, on s'attend sur une proportion qui soit raisonnable. C'est ça qu'on appelle le libéralisme à visage humain. Mais quand on se lève et qu'on sort une note déjà datée du 5 pour quelque chose qui entre en vigueur le 1er et qu'on vient nous dire qu'on passe de 15 000 à 150 000, c'est irrationnel, c'est illogique, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça, logiquement, l'État doit pouvoir réagir. Depuis le ministère jusqu'au DG du port, il y a quelque chose qui doit se faire. Aïcha Crépy, vous avez écouté donc tous vos amis, justement, on a vu un peu les avis, les réactions des uns et des autres ici. Quel est votre postulat, Aïcha? Je m'inscris totalement dans ce qu'ils viennent de dire. C'est un scandale. Et c'est un euphémisme de dire que c'est un scandale. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai cru que j'avais mal vu, en fait, honnêtement. On a l'impression que, en fait, on n'a jamais vu une augmentation de 900%. Donc une augmentation aussi flagrante, aussi agressive de toutes les augmentations qu'on a connues depuis des années, pour ne pas dire des siècles. Enfin, je veux dire, à la rigueur, quand on augmente des taxes, on augmente progressivement. Et même en augmentant sur plusieurs années, je pense que ça n'atteint pas ce niveau-là, en fait. Donc, c'est agressif, ce n'est pas raisonnable, c'est manquer de respect à l'intelligence, en fait, des gens.
Et on a une obligation d'acheter un véhicule de moins de 5 ans depuis quelques années déjà. Pour un pays où l'indice de développement humain du PNUD en 2022 était à 666e, on est 666e pardon, sur 193. Le taux de pauvreté, ça c'est les chiffres du gouvernement, est à 35% depuis 2020. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chiffres plus récents d'ailleurs. Qui sont ces Ivoiriens-là qui vont aller payer 150 000 au lieu de 15 000 en fait? Je veux dire, c'est du vol. C'est pas trop fort, ça? C'est un peu fort. Marius, qu'on me permettez à c'est vrai que la chose, oui, c'est vrai. Je viens, ne soyez pas exaspérés, tout va bien. Elle finira et vous aurez la parole, rassurez-vous. Allons-y, Aïcha. Je ne sais même pas si 150 000, c'est le salaire de l'Ivoirien moyen. 150 000, c'est pas le SMIC, en fait. Donc c'est du vol, effectivement. Je mesure mes mots, je les pèse et je les assume. C'est se moquer de l'intelligence des gens. Et je pense que les pays africains, enfin, au niveau de la Côte d'Ivoire en tout cas, le coût de la vie ne permet pas d'avoir ce type de taxe-là. Et c'est trop agressif, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être aussi que le prix du neuf n'est pas accessible déjà en termes de véhicules. On doit acheter des véhicules neufs, je l'ai dit. C'est pas accessible déjà pour les locaux ou même pour ceux qui veulent investir ici. On va augmenter encore des taxes. Et ça ne concerne pas que les véhicules utilitaires ou autres, ça concerne les véhicules particuliers, ce qu'on appelle véhicules de tourisme. En fait, ça concerne tous les Ivoiriens et au-delà. Bien sûr. Et peut-être aussi que ça doit nous donner un sursaut d'orgueil, ça doit nous révolter, en fait, en principe. C'est un scandale. Et peut-être aussi que la révolte doit se faire au niveau de la production pour éviter justement d'aller acheter à l'international. Et là, c'est un long dossier, un long processus. Marie, justement, je suis à vous. Alors, normalement, dans un tel pays que nous avons, un pays bien développé, avec des associations de consommateurs qui sont assez forts, comme le vôtre, est-ce que vous avez un recours pour faire changer la donne? Absolument. Vous allez rencontrer, est-ce que vous avez même essayé de joindre les responsables? Non, notre premier responsable, notre premier interlocuteur au niveau étatique, c'est le ministre du Commerce. Vous avez pris attache avec le ministre? Bien entendu, j'ai déjà sollicité une audience. Et il m'a promis que la semaine prochaine, eh bien certainement, il aura rencontré les organisations de consommateurs. N'empêche que je voudrais relever qu'en matière de pratique du port autonome d'Abidjan, avec justement l'opérateur qui est en charge de la gestion de ce port, eh bien nous avons aujourd'hui les services de manutention portuaire les plus chers de la sous-région. Quelqu'un l'a dit tantôt, il faut qu'on arrête d'exacerber le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Ça suffit. À un moment donné, j'ai dit bien que, mais regardez, 900% d'augmentation. Mais où il allait faire ses études? Lui, ce DG du port. Mais je le dis avec vraiment... il faut qu'on y mette un terme. On va quand même remettre les études du DG du port en mais attends, pour qu'on puisse venir... Mais dans un contexte, il ne gère pas tout seul. Dans un contexte de souffrance des Ivoiriens, on continue... On vient d'augmenter l'électricité. C'est passé. Par 2 fois, on n'a rien dit. On dit, bon, la situation l'exigeait. On nous parle aujourd'hui du port. Mais après qu'on nous ait interdit d'importer des véhicules de plus de 5 ans. Mais qui est en Côte d'Ivoire ici? Quel est le fonctionnaire qui a plus d'argent avec son salaire, son petit salaire qu'on lui donne chaque fin de mois pour importer un véhicule de 30 millions, de 40 millions, qu'il doit dédouaner à 12 millions ou à 7 millions, à 8 millions. Si ce n'est que les mêmes. Mais ils sont au pouvoir là. C'est avec l'argent de qui ils vivent? C'est avec nos taxes et nos impôts. Que le DG du port le comprenne. Que s'il a ce poste, c'est parce qu'on a mis au pouvoir un chef d'État qu'il a nommé et donc qu'il fasse tout pour que nous puissions nous aussi vivre décemment. Merci Marius. Herman, d'abord, vous avez un point. Alors, comment faire changer cette affaire justement? Parce que on sait très bien que ça va faire forcément jaser. La preuve sur ce plateau, 900%, vous le disiez même 1000%, c'est assez quand même excessif. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de faire changer et d'apaiser tout le monde? De 15 000, on multiplie par 10. Ça fait 1000. Ça fait 1000, normalement, 1000%. Mais, et il faut noter aussi que la taxe à la tonne, enfin, les véhicules les plus concernés sont les véhicules de camions, les camions et puis les BTP. Oui. Cela veut dire que l'activité de construction des logements et autres va prendre un coup. Les importateurs pourraient être même d'ailleurs tentés de se rabattre sur des ports. Moi, j'ai discuté sur d'autres ports. Et puis essayer de rentrer par Noé et autres, par la voie terrestre. Comme par exemple celui de Lomé? De Lomé ou bien de Tema, au Ghana. J'ai échangé d'ailleurs aujourd'hui avec un des importateurs de camions. Il dit que les frais additionnels par rapport à cette mesure, sur un camion, il y a 2 705 000 francs CFA par camion. Donc c'est sûr qu'eux, ils ne peuvent pas tenir. Mais quand on va plus loin, on a parlé tout à l'heure des différents ports qui vont... L'AES. L'AES aujourd'hui, il faut qu'on le dise, le port a près de 840 milliards de déficit, de dette, le port autonome d'Abidjan. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que
les tensions politiques avec les pays de l'AES ont détourné, fait en sorte que progressivement, leurs produits ne viennent plus par le port d'Abidjan. Donc c'est une baisse d'activité. Pour ceux qui jasaient, qui pensaient que ça allait être peut-être à sens unique, la Côte d'Ivoire est trop forte. Non, on dépend, on est tous dans une zone, on dépend de la force des autres. Donc voici cela. Moi je pense que le port autonome doit pouvoir mieux gérer cet outil-là qui était un outil de performance économique. Avant, quand on parle du port, c'est le port autonome d'Abidjan. Regardez aujourd'hui les rangs que nous avons une décennie après. Élisée le mentionnait, est-ce que la gestion est décriée, Herman Aboua? Mais quand la gestion n'est pas décrite, il faut même se poser la question, est-ce que c'est vraiment les autres, même si le port autonome d'Abidjan appartient à l'État ivoirien, est-ce que ce sont les autorités ivoiriennes ou bien la direction générale du port autonome qui gère le port? Allez-y voir au port. Qui gère le port selon vous? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a une vidéo qui a fuité, j'en ai parlé tout à l'heure. Que dit cette vidéo? Que dit cette vidéo, Herman? Il y a une vidéo qui a fuité. Bon, jusque-là, personne n'a encore. Comment on appelle ça? On n'a pas la vidéo. Géos dit qu'il fixe les prix, les tarifs, qui contrôle les bateaux qui viennent et les bateaux qui sortent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les responsables de Géos même, à propos du port autonome. Donc, que le directeur général du port autonome, Sien, nous explique pourquoi est-ce que on nous dit que le port autonome d'Abidjan ne nous appartient pas. Selon vous, le port, donc, en fonction de ce que vous dites de la vidéo, bon, on ne l'a pas, on la trouvera forcément. Et on vient voir des décisions, des notes aux usagers pour des nouvelles tarifications qui sont ubiesques. Il faut qu'on nous explique tout ça. Très bien. Élisée Boloube, est-ce que tout ceci, si rien n'est fait pour donc changer la donne, est-ce que cela vient saper les efforts du président de la République? Non, mais moi, je reste pertinemment convaincu que ça ne va pas rester en cet état. La logique ne voudrait même pas que ça reste dans cet état. C'est-à-dire, je pense que la raison ne veut même pas que ça reste dans cet état parce que vous ne pouvez pas passer de 15 000 à 150 000. Franchement, il faut, à un moment donné, quand même, il faut qu'on ait un peu de retenue dans ce qu'on fait. Ça, c'est une réalité. Mais je vais aller plus loin. Bon, c'est vrai, Herman a soulevé des éléments qui pouvaient susciter des débats. Hein. Bien sûr. C'est vrai. Moi, je suis totalement... Je comprends quand il dit... Et ça, nous tous, on l'a dit ici. On l'a dit que le fait qu'aujourd'hui, on soit dans des tensions politiques avec l'AES, ça aura forcément des impacts de part et d'autre. Ça, c'est clair. Forcément. Mais on ne peut pas me laisser croire que c'est parce qu'on est avec l'AES, peut-être qu'on a forcément des faiblesses au niveau du port. Je ne peux pas croire à ça. C'est vrai que je pense qu'on peut avoir... Il y a des impacts. Ça fait partie des impacts. Je suis d'accord, oui. Il peut y avoir des... Voilà. Depuis le début, on l'a dit. On a dit forcément que le fait qu'il y ait des tensions politiques, ça aura forcément des répercussions de part et d'autre. Mais je ne veux pas qu'on considère que ça la raison majeure. Principale, très bien. Donc, je poursuis pour dire ensuite que, vous savez, moi j'estime que faut qu'on sorte de notre zone de confort. C'est-à-dire? Voilà, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il y a des pratiques qu'on fait depuis, des pratiques qui datent de 50, 60, 40 ans qu'on fait en Côte d'Ivoire. La manière de récolter les recettes, c'est toujours les mêmes personnes, c'est sur les mêmes acteurs, qu'on met les pressions, il se doit. Mais il faut qu'on élargisse l'assiette fiscale. Chaque année, on en parle. On dit qu'on va élargir l'assiette fiscale. Aujourd'hui, là, voilà tout le monde, on a continué de citer en point fini. Abidjan, c'est étendu, on ne sait même plus Abidjan, on ne connaît plus les limites d'Abidjan. Mais tous ceux-là qui payent l'impôt foncier, mais qui est une manne financière qui peut nous aider à pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Mais à un moment donné, là, il faut qu'on accepte quand même de pouvoir sortir de notre zone de confort et puis adopter d'autres pratiques qui vont nous aider et qui vont amoindrir la souffrance des populations. On ne peut pas, dans un contexte général de vie chère, comme c'est le cas actuellement, venir avec de telles décisions. Ce n'est pas possible. Vous savez, la pression devient trop forte. Vous ne pouvez pas faire de déguerpissement, mettre des gens à la rue, qu'on n'a pas encore indemnisé pour certains. Vous ne pouvez pas donner des taxes à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas ne pas avoir, pardon, vous ne pouvez pas mettre des gens dans une situation difficile ou même pour se déplacer, ça devient plus compliqué. Et puis vous allez attendre de ces personnes-là qu'ils aient les bras croisés. À un moment donné, les gens vont se lever. Et les gens vont commencer à grogner. Et ça, c'est normal, c'est naturel. Vous pensez que si rien n'est fait, c'est ce que vous dites, si rien n'est fait, on peut pousser les Ivoiriens, c'est ce que vous dites. Non, mais je ne suis pas en train de pousser les Ivoiriens, je ne suis pas en train d'appeler une situation à... Je dis si rien n'est fait, non, mais j'explique. Mais j'explique. Est-ce que vous savez que depuis la sortie de cette note, ça grogne? Les acteurs du secteur grognent. Quand depuis la question de l'électricité augmentation, les Ivoiriens ont grogné. C'est vrai qu'avec le temps faisant son effet, on a baissé la tendance, mais c'est des éléments comme ça là, qui nous ramènent aux augmentations. Là. Et puis ça fait qu'on se dit, mais attends, au final, où on va? Donc vous savez, à force de mettre trop de pression, à un moment donné, on risque de ne pas contenir. Et ça peut aboutir à d'autres situations. Il faut que, je dis, on sorte de nos zones de confort et qu'on ait le courage
d'aller dans le sens de l'innovation, voir comment est-ce qu'on peut engranger des recettes pour l'État sans pour autant permettre aux populations de sentir un contre-coup trop fort. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Tant que moi, je suis conscient qu'un développement a un coût. Ça, on est conscient qu'un développement a un coût. Mais, c'est ce que je dis, vous ne pouvez pas demander à un élève qui sort de la classe de CP pour aller au CE1 de commencer à vous résoudre des équations de 6e. Ce n'est pas possible. C'est progressivement qu'on y va. Donc, même si on décide de fixer des taxes, mais on prend la peine d'aller avec un échelonnement qui soit raisonnable et qui puisse être accepté. Mais on ne peut pas aller vraiment de façon violente de cette manière. Alors, la porte est ouverte aux différentes autorités en charge. On n'aura pas le temps, on va passer à un autre sujet, permettez. Mais la porte est ouverte aux autorités en charge du port autonome, du ministère de l'Économie et des Finances, à l'effet justement de nous expliquer à cette note les augmentations et pourquoi pas, Élysée l'a suggéré et nous l'espérons, de voir un peu la donne changer à l'effet d'apaiser et d'amoindrir les souffrances des populations. Merci de nous suivre. Restez connectés sur Live TV. On part directement au Sénégal. Pourquoi? Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est adressé hier, jeudi 12 septembre, au peuple sénégalais et il annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale et annonce des législatives anticipées pour le 17 novembre prochain. Aïcha Crépi, quelles sont les raisons? Mais avant les raisons, est-ce que vous êtes surprise de cette dissolution? Non, pas du tout. C'est un parti, le parti au pouvoir n'est pas majoritaire au niveau de l'Assemblée, c'est même plutôt logique. Au niveau de la Constitution, il avait le droit, le président Diomaye Faye, de faire cela à partir du jeudi 12, donc hier, c'est ce qu'il a fait. Presque aussitôt, j'ai envie de dire. Cette dissolution, en fait, vise, en tout cas d'après ce qu'il a exprimé, à lui donner une majorité stable et surtout à faire appel au peuple, c'est ce qu'il a dit, demander au peuple souverain des moyens institutionnels qui vont lui permettre de donner corps à des transformations institutionnelles. Il en a beaucoup parlé, transformations systémiques, notamment au niveau de l'Assemblée. Donc on parle principalement de deux entités, deux organes ministériel. Pardon, j'ai juste perdu le premier. C'est pas bien grave. On a donc la haute autorité. La haute autorité, oui. Si tu peux juste donner, oui, excuse-moi, j'ai perdu le Haut Conseil, pardon, et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Qui, en tout cas, ont projet d'être supprimés, contrairement à ce que ces autorités-là veulent. Donc, c'est un petit peu un passage en force, mais nécessaire parce qu'il n'est pas majoritaire après. Est-ce qu'ils vont remporter justement les élections en novembre? C'est une autre paire de manches. Très bien. Alors, Herman Aboua, réaction, ce qui se passe au Sénégal, on n'est pas surpris, mais les raisons profondes, au-delà de ces 2 points, de ces 2 institutions qu'il voulait donc carrément enlever de son projet, est-ce qu'il y a d'autres raisons profondes qui poussent Diomaye Faye à faire cette dissolution? Vous savez que le dernier Parlement constitué du Sénégal, ça remonte en juillet 2022. Et à la sortie de ces élections législatives en 2022, où le président Macky Sall était au pouvoir, c'était la majorité relative. Tout à fait. C'est le parti de Macky Sall avec 82 députés et la coalition formée par Sonko était à 56 députés. Donc du coup, il y a d'autres coalitions. Mais aujourd'hui, visiblement, Diomaye Faye et son mentor au niveau politique, Sonko, ont du mal à avancer sur certaines réformes, notamment sur la question des institutions budgétivores. Elle a parlé aujourd'hui, et les deux institutions citées, c'est le point d'achoppement actuellement, mais c'est toute une suite d'institutions budgétivores et en sus fait en sorte que d'autres réformes soient faites. Et lorsqu'il constate, parce qu'elle a dit, l'article 87, effectivement, lui permet de le faire. Et pour mieux le faire, il a même consulté, le président Diomaye Faye a consulté le Conseil constitutionnel, avec qui il s'est entendu sur la date des élections législatives anticipées. Il a même consulté l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Je veux dire qu'il a fait ça dans un cadre légal que lui permet la Constitution. Très bien. Mais les risques, c'est quoi? C'est qu'on va le 17 novembre pour les élections législatives anticipées. Si le parti de Diomaye Faye, qui est le PASTEF, passe, c'est bien pour eux. Ils vont savoir leur permettre de montrer que les populations, leurs nouvelles aspirations, c'est d'aller pour les réformes. Mais si jamais ils échouent, peut-être que Sonko va perdre là son siège de Premier ministre parce que c'est quelque chose à risque. Mais je pense qu'ils savent, ils sont conscients que les populations sénégalaises aujourd'hui veulent une nouvelle donne. Voilà pourquoi on pourrait le dire, le Parlement tel qu'il est actuellement, il est caduc.
Marius, comment il faut dire que l'ancien candidat, l'ancien cheval de bataille de la majorité de l'ex-majorité présidentielle, Amadou Ba, a créé son parti il y a 4 jours, tous responsables, avec nouvelle responsabilité, pardon, avec d'autres mentors, d'autres quadiors en fait, exactement, du parti de Macky Sall, qui forcément sera présent lors de cette élection du 17 novembre. Assurément. Herman l'a dit, mais je vous pose la question, selon votre point de vue, est-ce qu'ils auront la majorité entière? Elle peut être relative ou, attention, on peut avoir du feu? Ah non, il peut avoir du feu et certainement nous optons pour un changement véritable de l'ossature, de la représentation de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Dès lors que dès lors que Diomaye Faye, en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée nationale dans sa configuration actuelle qui ne lui est pas favorable parce que l'Assemblée actuelle est totalement hostile à sa politique, il est tout à fait indiqué qu'en fixant la date en novembre 2024, c'est-à-dire très bientôt, eh bien, il se donne les moyens d'être dans sa dynamique de victoire présidentielle pour pouvoir gagner ces élections. Il est convaincu qu'avec une telle date si proche, il aura plus les coudées franches, étant entendu que son système, j'allais dire, son parti politique est au pouvoir. Il est convaincu qu'avec une date assez proche, eh bien, il prendrait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Marie, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Combien valent ces deux institutions qui, selon lui, posent problème? Alors, il faut dire tout de suite qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le budget de fonctionnement au Sénégal, c'est 21 milliards environ. Voilà, et 21 milliards pour tous ces députés qui naturellement travaillent contre les intérêts du peuple dès lors que le président élu présente justement des projets de loi et c'est boycotté, c'est des discussions houleuses et très hostiles donc au régime actuel. Très bien. Alors, je parlais justement des chiffres de les deux institutions à dissoudre. Ah oui, le Conseil économique et social et environnemental, bien sûr. Mais également l'Assemblée nationale. Aïcha, les chiffres? Oui, je crois que c'est 8 milliards pour le premier et environ 7 milliards pour le second. Tout à fait. Donc nous sommes à combien? On est à 15 milliards. 15 on est à peu près 15 milliards pour les deux, tout à fait. Après, ce ne sont pas les plus énergivores, mais effectivement, peut-être qu'il peut s'en passer autrement. C'est cela. Très bien. Élisée Boloubeu, comment est-ce que vous appréciez tout ceci, justement? Ok, d'accord. Déjà, dans un premier temps, il faut dire que tout ce qui se fait dans un cadre légal, voilà, constitutionnel. La Constitution donne le pouvoir au président de pouvoir le faire. Comme on l'a si bien indiqué, il a pris l'avis du Conseil constitutionnel pour pouvoir prendre une telle décision. La Constitution lui donne le droit de le faire. Mais en même temps, après, moi, j'ai une autre lecture. Je regarde et puis je me dis, bon, vous voyez, c'est facile de dire qu'on est très apte à la démocratie, mais c'est quoi en fait une Assemblée nationale? Le rôle de l'Assemblée nationale, logiquement, c'est un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, en réalité, si une Assemblée nationale n'a pas votre majorité, mais c'est l'expression totale de la démocratie. Parce que là, au moins, ils vont contrôler ce que vous avez l'habitude de faire. Mais si vous voulez avoir une majorité confortable qui va vous permettre de passer toutes vos lois, ou bien d'aller en roue libre, mais attends, où est en ce moment-là la question de la démocratie? Donc c'est facile quand on est dans l'opposition de toujours dire qu'on est vraiment mu par les valeurs démocratiques et donc on veut effectivement qu'il y ait vraiment, je dis, cette séparation de pouvoir. Parce qu'en réalité, ce qui est recherché ici, c'est de faire de l'Assemblée nationale une caisse de résonance au final. Mais Élisée Boloubeu, lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il vient pour agir par rapport à son projet de gouvernement. Je suis d'accord. Et il faut bien que l'Assemblée nationale soit son levier pour acter. Non. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il veut. Le rôle de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale, son rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Contrôler veut dire blocus? Non, contrôler l'action... Pour le président sénégalais, c'est je vais finir. Allez-y. Contrôler l'action gouvernementale ne veut pas dire que comment on appelle ça, l'Assemblée nationale est une opposition. C'est pas ce que ça veut dire. Contrôler l'action gouvernementale veut dire que l'Assemblée nationale peut s'exprimer sur une situation, ne pas être d'accord, mais au moins, c'est un élément de contrôle. Mais quand vous décidez d'avoir des personnes qui, elles, sont acquises totalement à votre cause. L'objectif derrière, c'est quoi? L'objectif, c'est que vous puissiez faire passer toutes vos lois et vos décisions. Donc, l'action de contrôle, telle que voulue, maintenant, peut ne pas s'appliquer. Voici ce qu'on dit. Donc, quand on est démocrate, on accepte qu'une Assemblée nationale ne soit pas majoritairement acquise à notre cause et puis on gouverne. Herman, votre regard sur ce qu'Élisée vient de dire? C'est déjà intéressant qu'Élisée reconnaisse que Diomaye Faye est dans ses droits de le faire, appuyé par l'article 87 de leur Constitution. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de démocratie qui est foulée aux pieds. Les élections anticipées, législatives anticipées auxquelles Diomaye Faye invite, ce n'est pas qu'il s'en va manipuler les suffrages pour son parti politique. Il laisse justement, après le contexte qu'on a connu au Sénégal, le contexte de l'avènement de Diomaye Faye au pouvoir,
ceux qui sont au pouvoir, là, ils sont quittés de la prison pour faire le pouvoir. Donc l'Assemblée nationale qui était là, ce n'est pas une Assemblée nationale qui reflète à l'heure actuelle les aspirations des populations sénégalaises. Il faut bien leur poser la question à nouveau. Ils sont dans leur mandat? Non, oui, ils sont dans leur mandat, mais l'article, voilà pourquoi. Comme les aspirations des populations peuvent changer, on leur permet, au niveau de la Constitution, on permet au président justement de demander encore, inviter les populations à confirmer. Il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Il suffit aux populations de confirmer les députés de Macky Sall qui sont au pouvoir et qui empêchent Diomaye Faye et Sonko d'évoluer, ou bien d'infirmer cette approche-là et de confirmer Diomaye Faye pour qu'il y ait effectivement les leviers nécessaires pour pouvoir entamer dans ces réformes qu'il veut engager. Voilà, je ne vois pas le débat d'une démocratie qui est foulée au pied. Après, je réagis. Oui, rapidement. Non, ouais. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, Diomaye Faye est dans son droit de le faire, la Constitution lui donne le droit. Mais quand on est démocrate, justement, on permet l'expression des contradictions. Ça veut dire si vous avez une Assemblée nationale qui n'est pas acquise à votre cause, dont le rôle est de contrôler l'action gouvernementale, mais c'est une Assemblée nationale, on laisse l'Assemblée nationale courir à son thème, au terme de son mandat, et puis on organise les élections comme il se doit. Maintenant, si on veut déjà anticiper, c'est parce que justement, on estime que la configuration actuelle ne nous permet pas de déployer quelque chose. C'est vrai, la Constitution nous donne le droit de le faire. Mais comme je le dis, même si la Constitution te donne le droit de le faire, toi, parce que tu es mu par une volonté politique et parce que tu as défendu ça, une volonté démocratique, que tu as pris le temps de défendre jusqu'au bout, mais tu laisses le mandat aller à son thème. Mais Macky Sall a dissous l'ancien Parlement en 2022 pour pouvoir faire des élections. On ne voulait pas de Macky Sall, justement, c'est pourquoi on a mis Diomaye Faye. Donc tu ne peux pas me ramener les actions de Macky Sall. Oui, mais en même temps, il faut être cohérent. Si aujourd'hui les Sénégalais ont dit qu'ils ne veulent plus de Macky Sall, ils veulent de Diomaye Faye, c'est parce qu'ils veulent tourner à pas, ils veulent faire autre chose. Donc les Sénégalais, on doit leur poser la question à savoir si ils veulent encore des députés de Macky Sall. Très bien, écoutons Aïcha sur ce sujet. Aïcha, votre point de vue. Je suis d'accord avec Élisée, mais combien de cohabitations finalement se sont terminées sur un bon point? Je veux dire, s'il y a cohabitation, quand je parle de cohabitation, c'est aussi la majorité parlementaire. Je veux dire, est-ce qu'on arrive vraiment à gouverner avec une majorité qui va établir son projet, qui va rejeter sans cesse en fait ces lois? Ça n'a pas de sens. C'est contre-productif. Vous concluez déjà qu'ils vont rejeter sans cesse. Le président, Élisée Boloubeu, dans les propos des institutions budgétivores refusent déjà. Voilà d'où ça vient. Élisée Boloubeu, s'il vous plaît, dans les propos du président Diomaye Faye, dans son intervention, il a dit que l'Assemblée nationale allait au blocus systématique de tous leurs projets. Ça a été dit. Donc, à la limite, ils n'arrivent pas donc à travailler parce qu'ils ont été élus sur un projet. Il faut bien que ce projet-là soit mis en œuvre. Et l'Assemblée nationale actuelle, dans sa configuration, ne lui donne pas la possibilité de le faire. Voici les propos du président. Maintenant, Christelle, moi, je vais vous dire une chose. Oui. Quand on est chef de l'État et qu'on gouverne une république, toutes nos décisions ne sont pas soumises à l'Assemblée nationale. Il y a ce qu'on fait de nous-mêmes sur la base de notre vision, qui n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Ce qui est soumis à l'Assemblée nationale, là, c'est les projets de loi et puis certaines situations qui requièrent la souveraineté, qui appellent à la souveraineté de l'État. Ça ne peut pas donc être un empêchement systématique de votre évolution. Parce que la vision à laquelle vous êtes venu, est-ce que la vision à laquelle vous êtes venu, la vision est basée sur l'Assemblée nationale? Non. La vision à laquelle... Attendez, non, soyons réalistes. Non, les décisions qui sont prises... on est tous dans un pays. On est en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que toutes les décisions prises par le gouvernement sont des décisions soumises à l'Assemblée nationale? Élisée, est-ce que Diomaye Faye a nommé les députés sénégalais? Il invite la population à choisir de nouveaux députés. Mais toi, tu t'envoies ailleurs. Tu envoies le débat ailleurs. Non, je n'envoie pas le débat ailleurs. Justement, tu refuses de comprendre. On va s'écouter pour pouvoir se parler. Ça veut dire quoi? Oui, mais quand tu dis nommer le député, ça veut dire quoi? J'ai jamais parlé de nomination. Oui, mais s'il nommait les députés, tu pourrais encore crier au scandale. Il ne fait qu'inviter les populations à faire un nouveau choix par rapport aux nouvelles aspirations des populations. Tu n'as pas compris. Très bien, messieurs, merci beaucoup. C'est consacré par la Constitution et je l'ai reconnu. Je dis, quand on est démocrate, on accepte aussi la contradiction au Parlement. Très bien, on justifie. Et puis, ce n'est pas ça seulement qui nous donne de gouverner. On peut gouverner sans le Parlement. Merci, Élisée. On vous a bien compris. Les pouvoirs sont séparés. Dans tous les cas, l'Assemblée nationale sénégalaise a été dissoute et les populations sont appelées à voter, à savoir, à donner de leur voix pour choisir de nouveaux députés qui vont donc légiférer dans cette nouvelle Assemblée le 17 novembre, un dimanche. Donc nous allons suivre de très très près ce qui va se passer. En rappelant, je le rappelle, que l'ex-numéro 2 de la majorité de Macky Sall a aujourd'hui son parti Nouvelle Responsabilité. Il faut dire qu'il était donc élu, il est venu en deuxième position avec 35% de voix lors de l'élection présidentielle passée. Est-ce que cela va déranger le système mis en place lors des élections pour donner la majorité totale à Diomaye et à Sonko? On verra bien
au soir du 17 novembre. Ça nous étonnerait. Très bien. Alors, nous avançons et cette fois-ci, nous revenons en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour parler des 60 ans de la BAD, avec cette vidéo qui a quand même fait le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez. Cette vidéo a tourné, continue de tourner et il y a d'autres séquences même de cette cérémonie qui tournent en boucle. Pourquoi est-ce que certains sont, je commence avec vous Herman, pourquoi certains sont un peu dérangés parce que le président de la BAD se serait laissé aller, il a dansé, c'est un homme sérieux, après tout il dirige une institution, il ne peut pas se laisser aller ainsi. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci Herman Aboua? Attends, avant tout, ce sont les personnes, les leaders des institutions et autres sont des personnes comme nous autres. Ont des émotions, ces personnes ont envie de vivre. Il n'y a pas que cette séquence, il y a la séquence où on voit même notre ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Kone, danser avec... Non, c'est pas elle, c'est plutôt Kabanyale. Oui, la ministre Kabanyale, excusez-moi, autant pour moi, danser au son, je ne les connais pas tous, hein, les ministres du gouvernement. Connaissez-les. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il ne fallait même pas le dire. C'est scandaleux déjà. C'est scandaleux déjà. C'est bon. Allons-y. Herman, allez-y, je vous en prie. On est vendredi. Voilà. Donc, allons-y, Herman. C'est aucune boutade. Je ne suis pas obligé de connaître tout le monde. Herman, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Elle esquissait de vraies danses. Moi, je pense que ce sont des personnes comme nous autres. Voilà, les gens, les populations, les gens n'ont qu'à accepter que ces personnes-là puissent se défouler et pas seulement dans leur salon. Aïcha? Moi, je trouve son coup du marteau remarquable. Je tiens à saluer justement ce déhanché qui est des plus remarquables, encore une fois. Il faut désacraliser un petit peu aussi la fonction. Voilà, c'est un homme avant tout. Bien il a le droit d'avoir des petits moments et je pense que son boulot doit être très stressant. Ah bah oui. Permettons-lui, je pense que la BAD a des bons résultats et la BAD aide la Côte d'Ivoire pour plusieurs infrastructures, plusieurs projets. On en parlera. Il a le droit de se détendre un petit peu. Voilà. Marius Komoué? Ben, écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on voit une personnalité d'un tel rang vraiment exprimer sa joie de se retrouver parmi le peuple. Le président Ouattara, même en exercice, on l'a vu lors d'une campagne électorale, danser sous le son de l'artiste Nguès Bonsens. Hein, je me rappelle même qu'à des cérémonies, il a très souvent fait un clin d'œil à son épouse en lui disant qu'il l'aime, et donc publiquement. Ce n'est pas nouveau. On a vu de l'autre côté aux États-Unis Barack Obama. Très bien, Marius. C'est moussé de la sorte. Pareil pour le président Gbagbo et le président Mugabe. Donc c'est normal, ce sont des leaders, ils ont le droit de s'amuser également. Nous voyons régulièrement, ce n'est pas nouveau. On a vu même le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Merci beaucoup. Le Grand Talk reprend ses droits. Herman Aboua est toujours avec nous, Élisée Boloube, Marius Komoué, Aïcha Crépi. Merci les amis d'être avec nous. Nous a rejoint Madame Korede Ojobela. Elle est directrice de la Banque des particuliers. Je peux dire non, le nom de la banque. Ecobank Côte d'Ivoire. Mais également, vous êtes une sportive, j'allais dire de haut niveau. Vous avez participé au dernier marathon des Jeux Olympiques à Paris, en amateur. Vous avez couru 42 km. Directrice de banque et athlète. L'idée pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à matcher cela. Sortir des chiffres et du stress quotidien que donnent les clients et tous les dossiers, et après se mettre à courir et même apparaître aux Jeux Olympiques de Paris. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le sport de haut niveau pour une femme, mère au foyer, directrice d'une structure importante et athlète, comment est-ce qu'on arrive à matcher tout ceci? Alors, c'est une question de discipline d'abord. Ce que j'explique souvent, c'est que je me lève très tôt le matin pour aller courir, puisque c'est un moment qui est plutôt calme. À quelle heure précisément? Je me lève entre 4h45 et 5h du matin. 4h45 et 5h du matin pour aller courir. Et je cours entre 5h30 et 5h45. Donc, je commence mes courses à ce moment-là. Et c'est tous les jours comme ça? Donc, je cours en semaine travaillée 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et je cours les week-ends aussi. Là, j'ai un peu plus de temps. Et je fais les longues distances le week-end.
Donc je fais très tôt le matin, parce que je suis quelqu'un du matin, donc j'ai cette chance-là. Et après, je me précipite à la maison, vérifier que les enfants vont à l'école, etc. Et puis je vais à la banque, commencer ma journée professionnelle pour 7h30. Très bien. Et quel est le regard de votre époux sur tout ça, sur votre agenda? Il m'encourage, c'est un sportif aussi, lui c'est plutôt le golf. Il m'encourage, il me soutient, mes filles aussi, elles font du sport. C'est sportif chacune dans leur domaine, il y en a une c'est plutôt le taekwondo. Donc chacun à la maison a sa petite passion sportive et on s'encourage tous, on se soutient, on va aux différents événements sportifs pour être sûr de pouvoir aider la famille à supporter. Élisée, vous le voulez? C'est vrai que la famille, la vôtre, elle est beaucoup sportive, mais bon, nous on a certaines familles où c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous pouvez donner une recette en fait aux dames là qui vous suivent ce soir, qui ont des emplois aussi, qui ont des familles, qui voudraient en tout cas peut-être pratiquer ce sport? Comment on y entre? Quelles sont les recettes? Quels sont les secrets? À quoi elles doivent s'attendre en fait? Alors la première des choses, c'est d'abord de se demander c'est quoi mon tempo? Quel est le moment où je peux prendre du temps pour pouvoir faire 1 heure, 45 minutes, 1 heure de sport? Donc moi je vous disais, je suis du matin, il y a d'autres personnes qui sont du matin, donc je fais très tôt. Je me lève tôt, je prends un peu de temps, je lis mes mails, mes choses, j'organise ma journée, puis je vais courir, je reviens et la journée commence bien. Il y en a qui sont plutôt du soir et il y en a qui sont plutôt du midi. Parce qu'entre midi et 2, vous pouvez aussi vous arrêter, faire une petite pause, aller au yoga, aller marcher, aller courir. Donc déjà se connaître, ça c'est la première des choses. Ensuite, s'imposer une routine. Et en général, pour commencer, c'est bien pendant les congés. Parce qu'on commence la routine, ça reste pendant 2-3 semaines, et puis ensuite on continue. 28 jours en moyenne pour vraiment faire une routine et vous permettre de tenir sur le temps. Si vous commencez et que vous êtes 1 fois sur 2, les premières semaines, ça va vous décourager et puis vous allez vous dire, bon là, ça fait 1 semaine que je ne suis pas allée. Non, même si vous avez l'opportunité, allez-y directement. Herman? Et puis il faut s'organiser avec sa famille, avec son travail. Moi, chacun, on sait les heures pendant lesquelles on est en train de faire, soit au travail, soit le sport, etc. etc. Et donc ça aide beaucoup. Herman? Moi, vraiment, je suis carrément bluffé par les 42 km parcourus en tant qu'amateur au JO 2024. D'ici à mon village, c'est à peu près ça, hein, à Montézo, c'est à peu près ça, et je ne crois pas que je vais me réveiller de sitôt pour le faire. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu votre expérience à ces JO-là. Comment est-ce que c'est arrivé, où vous avez retrouvé là-bas, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, en fait, lorsque Paris a été donc, choisi pour les JO 2024, très rapidement, si je me souviens bien, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir faire pour les amateurs une des compétitions qui est donc le marathon. Donc ils ont mis en place une application pour souscrire et puis commencer les challenges. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont souscrit, qui ont voulu faire les challenges. Et sur les 400 000 personnes, c'est 20 000 qui ont pu courir le 42 km. Donc ça a été plusieurs challenges pendant des semaines, des mois, des années. Moi, j'ai été sélectionnée en août 2023, quelques jours après mon anniversaire. Et il y a un comité de sélection sur quelle base, justement? Alors, sur la base de toutes les courses que vous faites, je pense aussi de tout ce que vous faites en termes de sport, parce que j'avais connecté ma montre à l'application, et donc ils savaient que je marche, je cours, je marche, ils ont les résultats, je fais du yoga, ils ont les résultats, etc. Et donc il vous dit par exemple, courez le 10 km en moins de tel temps. Cette semaine, faites en sorte de faire 40 km dans la semaine. Donc on avait des challenges comme ça auxquels on participait, et ensuite ils nous disaient si on avait réussi ou pas. Donc c'était une belle aventure, c'est la première fois que les amateurs peuvent courir au marathon. Les professionnels hommes ont couru le matin. Nous, on a couru le soir. Le lendemain, les professionnels femmes ont couru. C'était... Aïcha, bravo pour ce parcours. J'ai l'impression que vous n'êtes pas qu'une femme, vous êtes plusieurs femmes en une, si j'ai bien compris. Question un petit peu par rapport à votre parcours. On a des idées reçues par rapport au fait d'être travaillé dans la banque. On se dit souvent que c'est associé aux études ou au cursus économique, aux chiffres, en tout cas matheux. Je vois que vous avez été directrice de marketing et communication avant d'avoir ce poste-là. Ce n'est pas impossible donc de passer par ce cursus-là?
cette Non, voie-là? non, c'est pas impossible. C'est vrai que j'ai eu une formation qui est assez généraliste. J'ai fait une école de commerce, donc on a tout fait. On a fait le marketing, la finance, la compta, etc. Mais je n'étais pas spécialisée en finance particulièrement. Et quand je suis sortie d'école, j'ai surtout fait de la communication, marketing, ensuite la gestion de projet, du business development sur plusieurs pays, continents, de la distribution. Donc j'ai pas mal tourné autour de tout ce qui est client, on va dire. Et là, c'est la banque des particuliers. C'est ça. Donc c'est bien connaître son client pour pouvoir lui proposer l'expertise dont il a besoin. C'est-à-dire, tout le client n'est pas pareil. Bien Tout sûr. le monde n'est pas au même niveau en termes de vie ou même en termes d'attente à tel âge ou à tel moment. Et c'est de pouvoir lui proposer les offres dont il a besoin et non pas autre chose. Pour ça, il faut juste bien connaître son client. Marius Camboué. Bien connaître son client, vous me donnez l'eau, vous perche. me mettez l'eau à la bouche, parce que tout simplement, je suis défenseur de droits et protecteur des intérêts des consommateurs au niveau national, et je suis leader du mouvement consumériste national. À cette qualité, et j'ai voulu donc évoquer avec vous la question des mécanismes que met en place votre institution à travers votre direction en vue de satisfaire véritablement aux attentes de vos clients, qui ne sont que des usagers des banques et établissements financiers, parce qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup sont ceux des Ivoiriens et celles des Ivoiriennes qui se plaignent des pratiques on ne peut plus acceptables de certaines banques. C'est pas le sujet en réalité, mais bon. Je vais répondre. J'aime beaucoup sa question. J'aime beaucoup sa question. En fait, on a mis pas mal de choses en place chez Ecobank. La première des choses, c'est qu'on a une direction d'expérience client autour de laquelle tout tourne. Et l'objectif, c'est vraiment de satisfaire le client. Donc, toute remontée en termes de réclamation, d'attente. Et avant ça, toutes les études nous permettent, par exemple, de voir le temps d'attente en agence. Donc, on a une gestion de la file d'attente. Quels sont les types de transactions que font nos clients en agence? Quels sont les types de transactions que font nos clients sur les applications, etc. etc. Donc, c'est en les étudiant et en voyant ce qu'ils font qu'on apporte ensuite des solutions. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a une alerte. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que vous parlez, dès qu'il y a un retour, que ce soit positif ou moins positif, ou une question qui concerne Ecobank ou la banque de façon générale, nous répondons parce que nous suivons tous les réseaux sociaux au travers de partenaires digitaux. Voilà, c'est juste une petite ouverture sur la question, mais le sujet, c'est vraiment votre parcours, les 42 km au Marathon de Paris. Vous vous considérez comme une superwoman. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à ces femmes-là? Vous êtes jeune et vous resterez forcément jeune parce que vous faites du sport et il n'y a aucune ride sur votre visage. Je vous regarde depuis. C'est ce que toutes les femmes recherchent, n'est-ce pas, Aïcha? Vous avez une superbe forme. Quel conseil vous donnez à ces femmes? Moi, je leur conseille donc de réfléchir déjà à ce qu'elles ont envie de faire. Chacun peut trouver sa passion au niveau du sport et du bien-être. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être du tennis, de la natation, etc. De prendre ce temps-là et se dire que c'est du temps pour soi aussi. Parce qu'une fois qu'on a fait cette activité-là, en général, on est en forme. On est bien, ça. On a vraiment envie d'aller affronter le monde, etc. Et puis de s'obliger de faire cette routine, je vous en parlais tout à l'heure, d'au moins 28 jours pour commencer à prendre la bonne habitude. Et de le faire avec plaisir. Très bien. L'autre chose que je dirais aussi, c'est qu'il faut vraiment embarquer tout le monde à la maison, embarquer aussi vos collègues parce qu'ils peuvent vous soutenir, même s'il y a une réunion, ils peuvent vous soutenir parce qu'ils savent que pendant cette période-là, c'est votre petit moment. Très bien. Et surtout les femmes qui refusent de grossir, je pense que le sport, c'est la meilleure bonne chose. Voilà. Que les produits très bien. Alors, on va donc, avant de vous laisser partir, moi je suis très fière de vous connaître. Hein, et ça nous pousse encore à aller sur le sport. Alors, cette petite, ce petit pot noir, voilà, je vais l'appeler ainsi, c'est simplement pour procéder au tirage au sort des Cora. Voilà. Les Cora, on salue donc la présence d'Ernest Adjobi dans ce studio. Est-ce que ça a été bien mélangé? Il faut bien, parce que là, c'est un billet d'avion. Élisée, qu'est-ce qu'il y a? C'était mon nom qu'elle avait pris. Vous avez fait la remise dans le paquet. C'est pas vrai, Baudry. Alors, vous allez le lire. On va donc... on va le lire, oui. On va le lire parce que celui qu'elle va tirer va donc avoir la chance d'avoir un billet d'avion qui lui permettra d'assister au Cora. Essayons de... Au Togo. Togo. Le Togo. Togo. Très bien. Plus 228, 97, 37. Présentez à la caméra, Madame Korede. 32. En face de vous, voilà. Donc, le gagnant nous vient du Togo. Bravo et félicitations. Oui, en effet. Bravo.
Est-ce que le numéro était bien vu? 228, 228, voilà. 97. 97, 37, 37, 32. Voilà. Tout à l'heure, on aura le numéro, enfin le nom du gagnant donc de ce billet d'avion. Oui, mais je dis que celui qui a gagné cela, forcément, va se faire connaître et on aura évidemment son nom. Mais moi, j'ai une vidéo pour vous, parce qu'avant, il y a eu un autre tirage et il y avait donc un gagnant. C'était plutôt le billet d'avion, voilà. Le billet d'avion, regardez cette vidéo. Kora All Africa Music Awards. Nous sommes là ce matin pour remettre le prix, un billet d'avion à destination de l'Afrique du Sud, aux gagnants du jeu Kora Award qui passe actuellement sur Live TV. Je vais donc inviter la gagnante à me rejoindre pour son prix. Félicitations à vous. Merci. Et certainement que vous avez quelques mots. Oui, je tenais à remercier la compagnie panafricaine Askai qui m'a permis de remporter ce billet d'avion. Et grâce à mon groupe Street Art que j'ai pu voter tant de fois pour gagner ce billet d'avion. Et merci au Kora Award et à la chaîne Live TV. C'est grâce à cette chaîne que j'ai pu voir mon numéro apparaître sur les réseaux sociaux et tout. Voilà un peu, donc les choses avancent bien pour les Kora. Herman, on rappelle donc les informations nécessaires. Donc, le Kora, c'est une grande messe de récompense des artistes africains. C'est le 1er décembre 2024, je crois, en Afrique du Sud. Très bien. Johannesburg. Alors, le nom du gagnant donc, qui a été tiré au sort sera connu dans quelques... On va dire, juste après cette émission, vous aurez le nom du gagnant qui sera communiqué. Merci beaucoup, Madame Korede Odiobella. Vous êtes directrice de la Banque des particuliers et Ecobank Côte d'Ivoire et vous êtes aussi athlète, voilà, amateur, mais vous avez eu quand même la chance d'être sélectionnée pour participer donc au Marathon de Paris en amateur. Vous avez couru 42 km. Merci d'être venu. Et bonne continuation. C'était un plaisir. Bravo. Merci à tous. Bravo. Notre plaisir. Nous restons toujours au sport. Et parlant sport, cette fois-ci, nous allons parler avec le promoteur du choc des titans, la boxe comme moyen de promotion de la jeunesse. Élisée, êtes-vous passionné de boxe, cher ami? Ben, pas certainement comme l'était Félix Houphouët-Boigny, parce que lui, c'était son sport favori. En tout cas, selon ce qu'on a appris. Oui, tout à fait. Moi, pour être honnête avec vous, je ne suis pas très friand des sports où on se tape là-dessus, honnêtement. Donc, je ne suis pas vraiment un grand amateur de boxe, mais je respecte les pratiquants de cet art-là et je les félicite en tout cas. Très bien. Vous n'a pas la force physique. Ce n'est pas lui qui se bat, Herman. Nous avons M. Jimmy Traoré Ismaël. Bonsoir, merci d'être là. Justement, la boxe comme moyen de promotion de la jeunesse, moyen d'employabilité de la jeunesse. On parle un peu de cette thématique au travers donc, du choc des titans. Vous êtes le promoteur du choc des titans. Alors pourquoi la boxe principalement? 5e édition évidemment. Merci de m'avoir invité déjà. Notre plaisir. Voilà, la boxe parce que comme je vous ai dit, nous avons croisé la route d'un boxeur ivoirien à Paris et c'est une histoire qui nous a apporté à ce projet-là. Nous avons croisé Doumé Youssouf à Paris. À travers Youssouf, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que ces gens de jeunes à Bouaké, à Bobo, à Yamoussoukro, pour lesquels on veut apporter de nouveaux rêves à ce sport-là. Et donc l'histoire est partie d'un jeune ivoirien. Et aujourd'hui, on estime que, de par ces valeurs ajoutées-là, on peut créer un jeune Ivoirien, on peut créer un Ivoirien nouveau avec ces valeurs du sport. Pour nous, la boxe aujourd'hui, elle peut créer des champions du monde. On vient des Jeux Olympiques de Paris, malheureusement, on n'a pas eu de boxeurs présentés. C'est dommage, parce qu'ils sont à Bouaké, ils sont à Bobo, ils sont à Niamant. Mais est-ce qu'ils sont à niveau, c'est ça aussi? Ils sont à niveau, ils sont à niveau. Pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés? Il faut juste leur donner le cadre idéal. C'est le cadre qui manque. C'est pour ça que le choc des titans, depuis 5 ans, s'installe en Côte d'Ivoire, essaie de faire une caravane, de répertorier, pour que derrière, on essaie de leur porter cette valeur ajoutée-là. Herman? Ben, en tout cas, vous êtes à féliciter. Je crois que l'année dernière, vous étiez là pour la 4e édition. Oui. Bravo pour la suite. Aujourd'hui, pour cette édition, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au choc des titans? Cette année, nous sommes champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et donc, l'édition à la finale du choc des titans, spécifiquement, nous avons fait la CAN de la boxe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le côté de la finale. Et derrière, cette caravane, elle s'installe en face de 2 personnes. Il y a le public qui assiste aux événements parce qu'il y a du plein air, auquel nous portons un message de par le ring. Nous portons le message, par exemple, du tabagisme, d'aujourd'hui, du civisme.
on essaie d'expliquer à ces jeunes, les 2000 jeunes qui viennent autour du ring, leur donner des codes de valeurs par rapport à l'Ivoirien qu'on estime être l'Ivoirien nouveau. Donc, il y a ce paramètre-là. Et derrière, tout le matin, quand on arrive sur le site, d'abord, nous faisons une campagne de dépistage gratuit de diabète et d'hypertension artérielle pour les parents qui sont dans la commune que nous sillonnons. Et bien évidemment, nous apportons un message nouveau de dire aux jeunes Ivoiriens que l'espoir n'est pas perdu, que de par la boxe, il peut s'insérer. Il y a les Mike Tyson qui ont réussi à sortir du trou. Les Mohamed Ali ont fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on leur donne cette opportunité, j'espère qu'on aura des médailles pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens nouveaux, donc une volonté du chef de l'État que vous reprenez au travers de vos projets. On essaie. Élisée Bolobo. Le thème de cette 5e édition, c'est la bourse au service de l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. Je suis intéressé de voir le lien entre des gens qui se donnent des coups de poing et puis l'entrepreneuriat des gens qui... C'est très trivial, Élisée. Le travail qui est créé, je voudrais bien voir le lien. Élisée, vous savez, la boxe, vous savez, vous et moi, nous sommes des boxeurs. Vous savez, la boxe, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie. C'est une philosophie. C'est de gagner, c'est de perdre, c'est l'adversité, c'est de revenir toujours. Et puis surtout les valeurs. De dire j'ai perdu, je reconnais qu'il a gagné, il est plus fort que moi, je vais m'entraîner et je vais revenir me repositionner. C'est ça, l'Ivoirien nouveau. Donc je vous dis, ce n'est pas se donner des coups de poing, c'est de comprendre que derrière ce projet-là, il y a un esprit qu'on va inculquer aux jeunes du Côte d'Ivoire. Ok. Aïcha? Oui, moi je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une forme physique à avoir quand on veut boxer ou est-ce que tout le monde peut boxer? Je connais des gens par exemple qui ont une forme de cure-dent, si on veut dire ça. Ça veut dire quoi, Aïcha, forme de cure-dent? Oh, c'est pas sympa. Non, qui sont un peu frêles, quoi. Ouais, non, en fait, la boxe, c'est carrément des catégories. On parle des poids. En fait, c'est ça, il y a des catégories du poids moyen au poids plume jusqu'au poids lourd. Et donc, c'est vraiment dégressif. Donc, s'il est... C'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Ça dépend dans quelle catégorie vous vous trouvez. Si les poids plumes, par exemple, il peut avoir un adversaire en face de lui. En face de lui, forcément. Il y a une catégorie de tel à tel kilo, vous pouvez compétir ensemble. On ne prend pas un qui a 100 kilos en face d'un gars qui a 20 kilos. C'est catégorie par voilà, catégorie. Donc du coup, ça fait que dans ce niveau, le premier est réglé. Et les cure-dents, c'est les poids plumes. Et en plus aussi, je pense qu'il y a le niveau d'expérience. Parce qu'il y a les professionnels, il y a les amateurs, il y a les débutants. Justement, moi, par exemple, je suis amateur, quoi. Ah justement. D'accord. Et la caravane, elle concerne que les amateurs, les jeunes qu'on trouve dans les communes. Et derrière, à la finale, en décembre, on impose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire nouvelle les jeunes de Burkina Faso, du Sénégal, du Mali. On veut qu'on reprenne la canne, mais dans le côté de la boxe et qu'encore on se respecte. Très bien. Marcus Komoé, question. Beaucoup d'interventions. Êtes-vous accompagné ou bien c'est une initiative personnelle? Mécènes de notre État, on essaie d'être... On est accompagné. On est accompagné. Institutionnellement, on est beaucoup accompagné. Par qui? Très bien. Le ministre des Sports, il est à l'écoute de ce projet-là. Le grand frère, le ministre Amadou Koné de Boaké, le président des maires, voilà, qui a tout donné pour que ce projet voit le jour. Le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Bakongo, aussi en train de nous pousser. Et par commune, chaque commune a un représentant qui est un maire, qui nous accompagne. Nous sommes à commencer demain à terrain Inch'Allah, à partir de 7h pour la campagne de dépistage, à 16h pour les événements. Et le maire de Koumassi nous a donné une opportunité folle, parce qu'il dit que ce projet l'intéresse personnellement, parce que sa commune, elle a besoin de ça. Quel est le public concerné? Les jeunes, en fait, nous faisons des événements en plein air. Voilà, nous allons au terrain, Inch'Allah, les barrières de sécurité, avec la gendarmerie, avec la police, avec les policiers municipaux. Nous cadrons la zone et derrière, les passants, les jeunes qui... En fait, on veut passer un message sur le podium. Absolument. On passe par ce podium-là pour expliquer aux jeunes. En parlant, on fait une campagne de dépistage. Et derrière, les médecins veulent leur donner des conseils sur le tabac, les dangers du tabac. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, évidemment, aussi en train de porter ce projet-là. Parce que vous imaginez, en face de 2000 jeunes, quel message on peut passer. Très bien. Alors, mon point est le suivant. Est-ce que vous êtes accompagné par des structures techniques qui prennent soin des boxeurs? Est-ce qu'il y a un accompagnement médical au niveau des boxeurs? Ma première question. La seconde, à quoi sert-il de briller en interne? C'est la canne de la boxe. Si, à l'international, nous ne sommes pas représentés lorsqu'il y a de grands événements. Donc, quel est le plaidoyer que vous comptez faire justement à ce sujet, Monsieur Jimmy? Pour les événements que nous présentons, nous avons un vrai suivi médical. Évidemment, nous avons un cabinet médical qui accompagne les boxeurs après tous les checks. Et nous avons, pour ne pas faire de publicité, une belle assurance ivoirienne qui, en l'occurrence, essaie de couvrir l'événement pour protéger les enfants. Nous avons des ambulances sur le site qui, au cas où, en griffe, malgré la bonne volonté de l'assurance AMSA, au cas où il y a un problème pour intervenir. Tout ça mis ensemble. Derrière,
Aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés à l'international par rapport à quoi? Le problème est à un autre niveau. Ah oui. Moi, je suis un promoteur. Moi, je viens avec un esprit, je viens avec une équipe pour porter un projet. C'est cela. Mais nous sommes dans un pays où il y a un État, de l'État, il y a un ministère des Sports, et il y a une fédération de boxe. Malheureusement, je ne veux pas critiquer. Voilà, ça y est notre débat. Voilà, aujourd'hui, c'est notre débat et nous avons une vision. Nous pensons que si nous accompagnons ces enfants-là à l'international, ils vont forcément briller. C'est clair. Voilà, et c'est à notre niveau. Nous avons essayé de les répertorier. Vous imaginez, nous avons trouvé au Choc des Titans Michael Tahar, Marcel Zao, qui a été à Dakar, essayer de représenter la Côte d'Ivoire pour être aux Jeux Olympiques de Paris. Malheureusement, en griffe, il y a des conditions qui n'ont pas suivi avec. Ça n'a pas marché. Et j'espère que si le gouvernement en place aujourd'hui, qui est très mobilisé, en l'occurrence du Premier ministre jusqu'au ministre des Sports, en arrivant au ministre des Transports, tout le gouvernement comprend, et le ministre de la Jeunesse aussi, que ce projet-là peut porter devant le niveau. Donc j'espère qu'avec ça, on aura des champions du monde. Et c'est évident, il y a dans 4 ans, on sera à Los Angeles. J'espère que si on s'y met tous ensemble, on va avoir des chèques en boxe. Et c'est notre souhait, notre désir pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu, Monsieur Jimmy Traoré Ismaël. Vous êtes le promoteur du Choc des Titans 5e édition. 5e édition. Et vous étiez là pour parler de la boxe comme moyen de promotion de la jeunesse. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Élisée, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Herman, Marius, Aïcha. Bonsoir Christelle, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous toute cette semaine. C'est la pause pour nous parce qu'on se retrouvera lundi. Portez-vous bien, mais les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.